Pourtant, c'est un film qui, lors de sa sortie au Japon, en 1969, a eu énormément de succès. Il a eu même un impact considérable. Et pourtant, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, le film allait se retrouver ostracisé pour une raison qui est facile de comprendre, c'est que le film est joué notamment par une personnalité de la culture japonaise, quelqu'un de très étrange, qui en même temps était formidablement talentueux, s'appelait Yukio Mishima, qui est considéré comme un poète, écrivain, très important au Japon, mais qui a eu une fin tragique, c'est-à-dire qu'il a tenté avec quelques amis d'extrême droite de faire un coup d'État au Japon, et au terme de ce coup d'État raté, il s'est fait harakiri. Ce fait est arrivé quelques mois après donc la sortie de Tokiri. Il se trouve que dans les Tokiri, Yukio Mishima joue un samouraï qui se fait harakiri. Et donc l'accointance qu'il existait entre le destin de cet écrivain et le destin de son personnage à l'intérieur du film a fait que certaines personnes, évidemment, ont commencé à regarder le film autrement, et d'autre part, la famille de Yukio Mishima, pendant des années, a interdit la projection du film. C'est-à-dire par respect, non seulement pour Yukio Mishima, mais à cause de la controverse qui était née, le film n'a plus été projeté. Or, un jour, moi je me suis intéressé à ce film assez tôt. Il se trouve que j'ai suivi avec passion les quelques films qu'on pouvait voir Hideo Gosha, et notamment en France, était sorti dans le circuit karaté, à l'époque, un film qui s'appelait Goyokin, il est sorti amputé, il était amputé d'une demi-heure, mais ce qui restait du film était absolument somptueux, et le nom d'Hideo Gosha commençait à tourner parmi les cinéphiles. Et un jour, un ami à moi me téléphone de Los Angeles et me dit, il y a une projection, il y a une rétrospective d'Hideo Gosha à la Cinémathèque de Los Angeles, et dans cette rétrospective est annoncé Itokiri. Et je lui ai dit très spontanément, c'est pas possible, Itokiri est interdit de projection. Et il me dit, non, non, il passe vraiment. Et effectivement, il passait. Et j'ai pris l'avion, je suis allé à Los Angeles voir Itokiri, qui à l'époque donc avait été possible de projection uniquement par permission de la famille de Mishima. Et je peux vous dire une chose, j'ai pas regretté ni le billet d'avion, ni les 12 heures de vol pour aller là-bas, ni le fait que, effectivement, prendre un avion, traverser la planète pour aller voir un film, ça semble un peu insensé. Mais pour les gens qui aiment le cinéma japonais, Itokiri avait une réputation très en place d'être sans doute le plus grand Shambara, c'est-à-dire le plus grand film de samouraï jamais réalisé. Et effectivement, quand le soir est venu, je me suis pointé à la projection, un peu la peurevante d'être déçu, il faut quand même vous le dire, et j'ai loin d'être été déçu, c'est un film absolument somptueux, et qui est le chef-d'œuvre de ce réalisateur. Entre-temps, la famille de Mishima s'est décrispée, et le film, aujourd'hui, est visible, notamment grâce à Whiteside, qui a réussi à débroussailler une chaîne de droit absolument impensable pour que le film puisse sortir en vidéo en France. Et effectivement, quand on m'a proposé de faire cette carte blanche, une des choses qui me faisait vraiment plaisir, c'est que vous puissiez voir ce film mythique, donc qui pendant des années a été pour des cinéphiles comme moi juste un graal, un rêve, quelque chose dont on parlait mais qu'on ne pouvait pas voir. Donc vous avez beaucoup de chance de voir ce film. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il ne va pas vous laisser indifférent. Donc le film fait partie de ce qu'on appelle le Shambara anti-féodal, c'est-à-dire c'est un genre, un peu comme la Nouvelle Vague, c'est un genre qui s'est emparé donc du film de samouraï à la fin des années 60 sous l'impulsion de plusieurs cinéastes qui s'appellent Masaki Kobayashi, Eiji Kudo, Kiyoshi Okamoto et Hideo Gosha. Ces gens-là sont arrivés avec l'intention non plus d'essayer de mettre en valeur la grandeur du Japon à travers les films en costume, mais de montrer sans doute ce qui avait conduit le Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale au désastre que l'on sait, c'est-à-dire un Japon qui va basculer dans l'impérialisme, basculer dans une absence de codes moraux qui vont le conduire finalement à un désastre, qui vont le conduire d'abord au fascisme, puis ensuite à un désastre. Donc le film, insidieusement, parle de ça. C'est un film qui se situe au milieu du 19e siècle, au moment où un groupe de politiciens décide de renverser ce qu'on appelle le shogunat, c'est-à-dire les seigneurs de guerre qui dominent le Japon pour restaurer l'empereur. Sans doute d'ailleurs le thème qui a dû plaire à Yukio Mishima et qui a fait qu'il est dans le film. Donc ces loyalistes, pour cela, emploient des samouraïs d'extraction modeste, ce qu'on appelle des ronins, c'est-à-dire des samouraïs sans maître, et ils emploient notamment l'un d'eux, qui est une bête féroce, littéralement, qui est campé par un acteur absolument insensé, qui s'appelle Shintaro Katsu, qu'on connaît parce qu'il a fait l'objet, il a été l'acteur d'une série de films très célèbres qui s'appelle Satoichi, qui est l'histoire d'un masseur aveugle qui est expert en sabre.
Et Shintaro Katsu donc joue ce va-nu-pied qui est une véritable bête féroce, un assassin né, et qui va être en quelque sorte manipulé par ces politiciens loyalistes, et en pensant qu'un jour il finira par se hisser à leur niveau. Évidemment, tout cela procède chez lui uniquement d'une espèce d'espoir impossible. Et donc c'est, vous verrez, la chute de ce type qui, en commettant d'assassinat en assassinat, va finalement découvrir qu'il n'est rien dans le jeu de pouvoir qui se trame autour de lui. C'est un film formidablement intelligent, formidablement stylisé, qui laisse à penser qu'il y a sans doute aujourd'hui une injustice à propos d'Hideo Gosha. Pourquoi Hideo Gosha n'est pas plus reconnu, notamment en Occident et notamment en Europe, alors que beaucoup de maîtres mineurs du cinéma japonais comme Kenji Misumi, etc., ont pu être reconnus, ou Kinichi Fukasaku, qui a fait l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque récemment. Je pense qu'Hideo Gosha occupe un peu dans le cinéma japonais la place qu'occupait Sam Peckinpah dans le cinéma américain, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est ni un classique, ni tout à fait un réformateur, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne peut classer ni dans les grands maîtres, ni dans les petits maîtres. C'est-à-dire c'est un cinéaste, quelque part, qui tombe dans les fractures, qui fondent pourtant la cinéphilie telle que nous l'entendons en Europe. Et je pense qu'il y a du travail à faire sur la reconnaissance de ce type. Personnellement, en tant que cinéphile et amateur de cinéma japonais, les plus grands pieds que j'ai pu prendre en regardant les films japonais, j'en dois une bonne grosse partie à Hideo Gosha. Voilà, je vous dis maintenant, je vais vous laisser regarder le film, et si vous avez l'envie d'en parler ensuite, je serai là. Peut-être qu'on fera peut-être un petit Q&A, si vous voulez, après on viendra pour poser des questions à Christophe par rapport à le film, par rapport à son choix. Voilà, on pourra peut-être revenir après si vous êtes intéressé pour faire un petit micro-débat de 15 minutes après la séance. On vous remercie en tout cas, bonne projection. Merci beaucoup.